Je viens de voir une vidéo sur les réseaux qui m'a totalement impressionné. Dans cette vidéo, on voit un monsieur assez âgé, très intelligent, je précise, qui résume en quelques minutes seulement l'éducation d'avant et d'aujourd'hui. Il va résumer également les vices, les causes, les conséquences, tout ça en juste une seule vidéo. Je vous invite à écouter la vidéo et ensuite on revient pour l'analyser ensemble. Quand nous étions élèves, l'école était une institution avec des règles de conduite. Et la première règle d'une école digne de ce nom était la discipline. On ne badinait pas avec la discipline parce que la discipline ne se marchande pas. Nul ne pouvait s'en départir. Et la repartir de l'insolence était le fouet, le pilori et le supplice des genoux sur cailloux. Parfois, l'institutrice inspirée tirait les oreilles du cancre bleu avant de les percer avec ses ongles de tigresse. Dans un premier temps, le monsieur parle de discipline, la discipline qui se perd de plus en plus dans notre génération. Il parle des conséquences qui étaient appliquées à toutes les personnes qui ne respectaient pas la discipline. Quand j'imagine aujourd'hui voir des enfants, des adolescents qui manquent de respect à leurs parents, qui manquent de respect à leurs instituteurs, et quand je vois les corrections ou plutôt les conséquences de leur manque de respect à l'époque, je me demande si le fait qu'on soit mondialisé, si le fait qu'on ait dit qu'on devrait respecter les règles de démocratie, qu'on devrait avancer comme les pays occidentaux, les pays développés, est une bonne chose pour notre éducation. Pensez-vous que les personnes qui ont été éduquées de cette façon-là étaient moins bien éduquées que ceux de cette génération où tout est permis pour les jeunes, tout est permis pour les adolescents, sous peine de punition pour les parents, sous peine de punition pour les éducateurs, sous peine de punition pour tous ceux qui iraient à l'encontre des lois qui ont été fixées pour les protéger? Pensez-vous qu'il vaut mieux respecter ce mode de fonctionnement que nous respectons aujourd'hui par rapport au mode de fonctionnement qui a si bien marché, à mon avis? Ceci ne reste que mon avis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'aimerais bien savoir. On va passer à la deuxième partie de la vidéo. Quand nous étions élèves, l'école n'était pas un enclos de troupeaux bigarrés au comportement égaré. Il n'y avait pas de syndrome de Nagari. Bien sûr, les nullards et les tochards étaient renvoyés sans brassard. Les impolis et autres colis encombrants étaient traités comme des déchets toxiques. Ils étaient vite éjectés du système, comme on éjecte le pus de la gangrène, comme on éjecte le verre du fruit. Dans un second temps dans sa vidéo, il revient sur un fait très intéressant, le fait que les élèves et autres personnes malveillantes dans les établissements ou autres institutions étaient tout simplement renvoyés, ce qui est de moins en moins observé de nos jours car l'argent reste le maître du monde. Vous voyez les établissements à l'époque, bon, je vais pas dire à l'époque, ça sonnera un peu bizarre, mais à mon époque, déjà, je tiens à préciser, pour accéder ou plutôt pour être admis dans un lycée, il fallait passer un concours où le taux de réussite était très bas, étant donné les conditions assez rigoureuses. Vous aviez des lycées qui ne pouvaient prendre des élèves qui ont eu 14 lors du concours d'entrée, qui ont eu 15 et parfois voire même 16. Vous estimez déjà que ce type de concours permettait de réduire et de trier la qualité d'élèves qui devaient entrer dans l'établissement. Mais plus le temps passait, on observait des élèves moins intelligents, des élèves moins éduqués, moins disciplinés, qui avec quelques billets de 10 000 francs pouvaient se permettre de retrouver les mêmes rangs, les mêmes places et parfois être encore plus à l'aise que vous dans ces lycées-là. Donc c'est en fait très intéressant parce que de nos jours, on observe que l'argent achète tout. L'argent achète la discipline, l'argent achète l'éducation, l'argent achète les valeurs morales, l'argent achète les principes des dirigeants. Quand j'étais élève, le maître était craint parce qu'il avait du cran et de l'autorité. On ne regardait pas un maître dans les yeux. On ne ripostait pas au coup du maître, aussi cruel fut-il, parce que l'apprentissage passait par la douleur et la douleur ne faisait pas mal aux droits de l'homme. Elle était la sanction de l'échec. Quand nous étions élèves, nous lavions à tour de rôle les toilettes nauséabondes. Nous balayions la cour de l'école à tour de rôle. Nous plantions et arrosions les arbres. Dans une troisième partie de vidéo, le monsieur ou le papa, je préfère l'appeler ainsi, dit quelque chose de très intéressant, quelque chose qui me marque. Je suis à Douala et quand je sors dans les rues de cette ville, je vous promets, je suis totalement dégoûté tellement vous avez des rues qui sont extrêmement sales. Les mairies sont même allées jusqu'à instancier un jour propre, le jeudi propre. Mais vous allez observer un fait, c'est que le jeudi, au lieu de se lever pour aller nettoyer la devanture de sa boutique, la devanture de son commerce, la devanture de sa maison, les gens préfèrent rester à la maison jusqu'à 11 h. Parce que le jeudi, on a soi-disant dit, il était
autorisé de commencer avant à partir de 10 heures. Donc au lieu de nettoyer jusqu'à 10 heures, les gens préfèrent rester chez eux et attendre que 11 heures arrive pour sortir. Vous voyez à quel point les mentalités sont totalement biaisées. Ce qu'il est en train de dire, c'est à l'époque, les élèves nettoyaient les toilettes à tour de rôle. Les établissements, les salles de classe. Je pense que c'était une très bonne chose pour notre éducation parce que ça nous apprenait certaines valeurs de la société. Ça nous apprenait à être propre dans un premier temps. Ça nous apprenait le bien commun aussi. Mais aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe dans nos rues, dans nos localités, c'est totalement le contraire. Nous montions le drapeau à tour de rôle et chacun était pressé de se mettre au pied du grand mât pour entonner l'hymne national. Ah, le drapeau, symbole de la patrie, était plus qu'un morceau de tissu multicolore. Il était la raison d'être de tous et de chacun. Parce qu'on pouvait perdre sa peau, on pouvait laisser sa peau pour ce drapeau. Le drapeau pouvait immobiliser un passant aussi pressé fut-il. Même les morts intimaient à leur cortège de faire allégeance au drapeau avant de poursuivre leur ultime voyage. C'était un héritage. C'était une tradition. C'était une contrainte acceptée et partagée. Dans cette quatrième partie de vidéo, le papa nous parle aussi du respect du drapeau. Je me rappelle que le drapeau était un symbole fort. Le drapeau était un tissu extrêmement important. Le drapeau était tellement important qu'on avait même peur de celui-ci. Le drapeau était craint. Mais aujourd'hui, vous allez voir des enfants qui jouent avec le drapeau par-ci, par-là, des jeunes qui font des clips où ils marchent sur des drapeaux, des personnes qui déchirent des drapeaux sans se soucier des répercussions. Quelle est cette génération? Donnez-moi votre avis en commentaire. On passe à la cinquième partie de vidéo. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école comme des bœufs à l'abattoir. Ils vont à l'école pour réussir dans la vie et échouer dans la société. Un élève peut apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire et sortir, descendre le drapeau national et le déchirer en lambeaux comme un torchon. Et il n'y a rien. Un élève peut insulter, menacer son enseignant et le pourchasser comme un rat jusqu'à son dernier retranchement. Et il n'y a rien. Il peut même dire son amertume à la télévision nationale avec des thèmes qui défient l'autorité et le bon sens. Pour un oui ou pour un non, un groupuscule d'élèves peut tenir tête à leurs enseignants et à l'administration et faire fermer toute une école pendant des mois. Et il n'y a rien. Pendant ce temps, les institutions en charge de l'éducation de la République fonctionnent bien. L'orthodoxie tant clamée dans les politiques sonne faux. La rigueur des premiers acteurs ne vaut même pas la raideur d'inflexibles. Dans les discours, on joue à l'autruche, on maquille la plaie. Pourtant, ça pue. L'école publique est devenue un marché de bétail. On n'y forme plus des hommes de demain, on cultive les pourritures du futur. Pour cette cinquième partie de vidéo, le papa nous parle encore et il nous parle du type de personnes que les établissements ou les écoles sont censés former aujourd'hui. Je suis très choqué parce que il y a de cela quelques années, on m'annonçait qu'on avait enlevé l'éducation civique comme l'une des matières à l'école primaire. Au secondaire même, ça n'existe quasiment plus. Ça n'existe même plus. Vous voyez à quel point c'est choquant. On est dans une génération, on est dans une société où l'éducation civique passe après l'histoire des pays qui ne nous concernent pas. L'éducation civique passe après l'apprentissage des langues qui ne nous concernent pas. On ne nous apprend pas à parler des langues de chez nous. On ne nous apprend pas à parler des langues internationales. On nous apprend la langue du colon, car c'est d'abord la plus importante pour nous. Quitte à ce qu'on soit perdu parmi les internationaux, quitte à ce qu'on perde nos cultures propres en l'absence de notre langue. On nous amène même à avoir honte, pour certains, de notre langue maternelle ou vernaculaire. C'est choquant. Je ne sais pas si vous entendez ce que le papa nous dit, comme je l'entends, mais cette génération est en train d'être perdue. Le droit des enfants n'est pas un droit plaisantin, mais certains passages sont un peu trop taquins et enfantins. Ce baratin qui déifie nos diablotés sur l'autel de la bêtise est devenu la hantise du monde civilisé. Et le monde civilisé, c'est celui dans lequel l'enfant peut tutoyer son père avant de lui claquer la porte au nez, au nom de sa puberté.
Le papa nous parle encore de quelque chose de très intéressant, de quelque chose de primordial. Aujourd'hui, vous allez observer des jeunes enfants, jeunes filles, jeunes garçons qui manquent du respect à leurs parents. Mon frère, ma soeur, quand moi on me disait que je vais dire à ton père, même s'il fallait me mettre à genoux et m'enrouler au sol en pleurant afin de convaincre ma mère ou alors l'un de mes frères, ça ne devait pas arriver dans les oreilles de mon père, je devais le faire. Quand ma mère me regardait d'un mauvais œil, je savais que là il y avait danger et je devenais tout de suite doux comme un agneau. Mais aujourd'hui, on observe des enfants qui claquent la porte à leurs parents. On observe des jeunes filles qui estiment trop grandes pour écouter les conseils de leur mère et on voit tous les conséquences. On observe des jeunes garçons qui apprennent de la société sans avoir écouté les conseils de papa. Papa qui a déjà cette expérience, papa qui est passé par là. Encore que, il n'écoute même pas papa. Pourquoi que ce soit. Vous croyez que vous allez... Ouf. Et vous allez voir, c'est souvent les champions à raconter des citations sur des réseaux sociaux, WhatsApp et autres. On doit apprendre des expériences des autres. On doit apprendre des aînés. On doit apprendre de ceci, de cela pour faire beau et pour plaire aux autres. Est-ce que vous apprenez déjà de vos parents? Posez-vous cette question. Est-ce que tu apprends de ton père, mon frère? Est-ce que tu apprends de ta mère? Je ne parle pas des orphelins. Encore que, même les orphelins ont parfois une figure paternelle, une figure maternelle qu'ils rencontrent dans la vie, de qui ils apprennent. Vous, vous apprenez de qui? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce intéressant d'aller s'abonner à des pages de coach, des pseudo-coachs, parce qu'il y a des vrais coachs, et dire que mon frère d'une autre mère, ma grande soeur d'une autre mère, hein? Est-ce plus intéressant d'aller faire ça, d'écouter quelqu'un qui ne vous connaît pas, que d'écouter votre propre parent, votre mère qui vous aime, votre père qui se bat pour vous chaque jour? Posez-vous les bonnes questions.